Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Polémique autour du retrait du droit de grève au Bénin. La Cour vient de casser la loi portant retrait du droit de grève à certains corps, notamment les magistrats et les agents de la santé. La grande institution invite les députés à l'encadrer plutôt qu'à retirer. La nouvelle affaire, le tour de la toile hier soir. Nous allons y revenir dans le débat avec Elie Adjiran, journaliste à Canal 3 Bénin. Il sera face à Kader Achirou. Nous aurons droit ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, à la une des journaux présentés par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour. Deux sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit du retrait du droit de grève à certains travailleurs de l'administration publique et la conférence parlementaire sur le renforcement de la participation des femmes de l'Assemblée nationale du Bénin. Sport matin dans un instant avec Larios Adjagbeno. Nous parlons karaté, nous parlons handball, nous parlons également foot. Et puis en karaté, le Bénin va participer à l'Open de Paris édition 2018. Nous y reviendrons dans un court instant. Le journal sera présenté par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. La décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi portant retrait de droit de grève à certains fonctionnaires d'État et le remous des populations de Glodjibé au sujet des indemnisations relatives aux espaces requéris par l'aéroport de Glodjibé tiennent le rôle du pavé dans l'information béninoise. Nous sommes le vendredi 19 janvier de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. Kader Achirou, à nouveau bonjour, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui affiche ce jour en manchette. Conférence parlementaire sur le renforcement de la participation des femmes et de l'Assemblée nationale du Bénin. Ongwedi lance les travaux en présence de Claudine Talon et de Mariana Duarte de l'UIP. Toujours avec le quotidien L'Informateur, retrait du droit de grève de certains travailleurs de l'administration à certains travailleurs de l'administration publique. La Cour renvoie la loi à l'Assemblée nationale. Les pharaons, milieu carcéral au Bénin, des réformes pour l'amélioration des conditions de vie des détenus. Toujours avec les pharaons, retrait du droit de grève. La Cour rejette la loi qui fait polémique. Le challenge, décision de cassure de la loi sur le retrait du droit de grève. L'atypique holoïsme qui met l'Assemblée en berne. Le télégramme, recours en annulation de la reconstitution du groupe parlementaire La Voix du Peuple. La déraison de Dakwe Soso qui confirme le plan d'acharnement politique. Le matin, réforme du gouvernement dans le secteur judiciaire, des mesures pour humaniser la vie en milieu carcéral. L'économiste, 5e édition du jeudi du patronat de la CONEB, les opportunités du PAG présentées aux chefs d'entreprise. Matin libre, cabale contre l'ancien régime. Le bilan de Thomas Boniaï qui dérange Patrice Talon et Adrien Roumbedi, toujours avec à la une du quotidien Matin Libre, aéroport de Glodjibé. Les expropriés refusent le montant de l'indemnisation. Les échauffourées font des blessés. Le pays émergent, mouvement de débrayage dans le secteur de l'éducation. L'honorable Dakwe Soso apaise les enseignants du Mono et plaide pour le dégel de la crise. Le quotidien Nokoué, nouveau revirement jurisprudentiel des 7 sages. La Cour casse les lois supprimant le droit de grève. Elle opte pour son encadrement. Le matinal. Table ronde à Paris pour l'assainissement de Cotonou, 238 milliards de francs CFA attendus, un franc succès pour Patrice Talon. La presse du jour, mobilisation de fonds pour le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, 238 milliards pour sauver Cotonou des inondations. Nous passons au quotidien Nord-Sud.
Décision de la Cour sur le retrait du droit de grève, le législateur a vu juste mais doit recadrer la réforme. Diakpata, décision antinomique de la Cour constitutionnelle, une dangereuse option qui annule la souveraineté de l'Assemblée nationale. La source de l'info, retrait du droit de grève à certains travailleurs, la Cour casse et appelle les députés à encadrer et non à retirer ce droit. La dépêche, domaine de l'aéroport de Glodjibé, les expropriés dénoncent une escroquerie. Le potentiel, réforme dans le secteur judiciaire de nouvelles prisons pour soulager les détenus. Le génie, aménagement de sites pour l'amélioration et pour la construction de l'aéroport de Glodjibé, les propriétaires terriens du périmètre contestent les coûts des dédommagements. L'événement précis, apaisement de la tension sociale par la décision de la Cour des 7 sages. Les 7 sages écoutent le cri de cœur de Frédéric Bianzin et d'Alim Odou, notre voix. Violation de serment par le chef de l'État, encore un nouveau recours à la Cour constitutionnelle. Alido Adamou demande la poursuite de Patrice Talon pour haute trahison. Le quotidien national d'information affiche ce jour en manchette, conférence parlementaire à Cotonou pour plus de femmes à l'hémicycle. Toujours avec La Nation, dédommagement sur le domaine de l'aéroport de Glodjibé, les propriétaires terriens manifestent contre les prix dérisoires. L'actualité, dégel de tensions sociales, la Fondation Malekhasso et les imams appellent les Sénégalais et le gouvernement au dialogue. Bénin intelligent, paralysie de l'administration publique béninoise, Alim Odou et la Ligue des forces révélées appellent au dialogue. Et pour finir avec Bénin intelligent, table ronde de Paris sur l'assainissement pluvial de Cotonou, 430 millions de dollars pour sauver Cotonou des inondations. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin. Voici le bulletin d'information. Présentation, Carles Kitome. Bonjour. La Cour constitutionnelle a déclaré dans l'après-midi d'hier, 18 janvier 2018, non conforme à la Constitution, la loi portant retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de santé, aux greffiers et aux paramilitaires. Elle a purement et simplement cassé cette loi votée le 28 décembre 2017 par l'Assemblée nationale. Le dossier est renvoyé aux députés pour réexamen. Il s'agit de recadrer le droit de grève et non de le retirer à des fonctionnaires d'État. La voie inter-État Cotonou-Parakou a été bloquée pendant plusieurs heures hier, jeudi 18 janvier, par les populations de Glodjibé. Les présumés propriétaires terriens protestent contre les trop faibles taux d'indemnisation proposés par le gouvernement pour les domaines expropriés dans le cadre de la construction de l'aéroport de Glodjibé. Les frais incriminés varient entre 75 francs CFA et 2500 francs CFA par mètre carré selon les caractéristiques et les zones. La police a dû procéder à des arrestations. Le corps unifié de la police et de la gendarmerie béninoise aura bientôt les mêmes apparats. Cela passe par la décision de la Cour constitutionnelle relative à la conformité de la loi qui institue cette unification. Le sujet a été débattu au cours du Conseil des ministres du mercredi 17 janvier dernier. Suivons M. Joseph Dogbenou qui en a fait mention au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Vous allez les assurer de ce que les réponses favorables et positives à leurs préoccupations seront bientôt apportées. Je rappelle que la loi portant statut de la police républicaine est encore sous examen au niveau de la Cour constitutionnelle. Et lorsque la Cour constitutionnelle appréciera et rendra sa décision, le président de la République et le gouvernement tireront les conséquences et si c'est nécessaire, et j'espère que cela sera nécessaire, mettront tout en œuvre pour que la police républicaine soit visible dans sa structure et dans ses attributs. La diffusion de 2 reportages sur la crise togolaise sur Canal+, met Vincent Bolloré au cœur d'une controverse. Le patron de la chaîne française est accusé de vouloir protéger ses intérêts propres et ceux du président Faure Gnassingbé au détriment de la liberté éditoriale selon la loi Bloch, une loi française qui interdit la pratique. Les reportages en cause concernent pour le premier la mobilisation des opposants au régime togolais, diffusée par 2 fois dans l'espace de 2 mois sur Canal+. Le second vient corriger les dégâts du premier qui n'aurait pas plu au régime togolais. Rappelons au passage que Canal+ a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros sur le territoire togolais au cours de l'année 2017. Au nord du Nigeria, 2 Canadiens et 2 Américains ont été enlevés et les policiers qui les escortaient tués, alors qu'ils allaient le mardi à Abuja en provenance de Kaduna au nord du pays. Au Zimbabwe, Jonathan Moyo,
un ancien ministre et proche du président Robert Mugabe demande l'intervention de l'Union africaine et des Nations unies pour que le Zimbabwe ne devienne pas un pays ingérable comme la Somalie. Il estime que les 5 mois nécessaires avant les prochaines élections sont à risque, étant donné que le gouvernement militaire est illégitime. Selon lui, il faut cette intervention pour éviter un bain de sang. Les attentes et les incertitudes des populations qui ont fêté le départ de Robert Mugabe étant très nombreuses. Des craintes balayées du revers de la main par Georges Chambara, le porte-parole du gouvernement. Il qualifie de fantaisistes les craintes de voir dégénérer la situation entre les pros et les anti-nouveaux régimes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle. À vous, Carles Kitome, pour la présentation. Nous allons retrouver la grande édition du journal à 19 h, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, merci à vous pour la présentation. Nous allons passer au débat avec Elia Durand et Kadera Chirou. Nous allons parler donc de cette décision de la Cour constitutionnelle qui casse la loi portant retrait du droit de grève aux magistrats et aux agents de la santé. Bienvenue donc sur le débat, Elia Durand, bonjour. Oui, bonjour. Kadera Chirou, vous êtes là. On sait que le pays était secoué depuis quelques jours par des mouvements de grève perlés. La Cour constitutionnelle vient de casser la loi qui porte retrait du droit de grève aux magistrats et aux agents de la santé. Elia Durand, comment vous analysez cette décision de la Cour? Cette décision, elle est très salutaire. Et je pense qu'elle est attendue depuis très longtemps par l'ensemble de tous les citoyens béninois. Et c'était un dilemme, hein, parce que normalement, après le vote de cette loi, je pense que la Cour avait en réalité 15 jours pour statuer. Mais c'était véritablement une grande charge, très, très lourde pour la Cour, parce que c'était un grand dilemme. La loi 2006, qui portait elle-même interdiction donc, du droit de grève, et la loi 2011, qui portait donc autorisation de retrait, d'interdiction du droit de grève. Donc il y avait une contradiction entre les deux lois. La loi 2006, la loi 2006 et celle de 2011. Et c'était donc à ça que les sages de la Cour se sont donc attelés pendant ces 15 jours. J'estime qu'ils ont fait preuve véritablement de leur sagesse. Et quand on dit déjà la Cour, c'est des sages, ils ont été véritablement sages. Moi, je salue cette décision parce que là, elle invite à nouveau donc, les honorables députés à revoir donc, le contenu donc, de leurs travaux et réfléchir davantage. Les questions donc, de recadrement méritaient véritablement. Pourquoi? Parce que, au-delà de tout, il faut trouver une formule de pacifisme, de bonne collaboration entre donc l'autorité et les citoyens. L'interdiction ne pouvait donc quand même pas faire beaucoup d'utilité pour notre pays parce que là, ça va faire toujours des mécontents. Je crois que la Cour constitutionnelle a trouvé le juste milieu pour inviter donc les honorables députés à revoir donc la carte et à trouver donc une formule. Moi, j'apprécie à sa juste valeur cette décision de la Cour. Kadera Chirou, est-ce qu'on peut dire que la Cour vient de sauver le président de l'Assemblée nationale qui parlait justement lors de la présentation de vœux, de pincement de cœur, qui se retourne vers la Cour? Finalement, est-ce qu'on peut dire que la Cour a sauvé un tout petit peu Mungbeji? Non, on ne dira pas que la Cour a sauvé Mungbeji parce que Mungbeji, au fond de lui-même, même si quelque peu regrettait ce vote de loi, il a parlé de pincement au cœur. Avec sa complicité avec le chef de l'État, avec le régime actuel, devait s'attendre à ce que la Cour valide cette loi. Donc il doit être déçu comme tous ses autres collègues du bloc de la majorité parlementaire. Mais je pense que dans le même temps, cette décision de la Cour pose un autre problème. Le problème, c'est les effets de la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que les prochains jours, nous édifierons davantage si le gouvernement prendra en compte cette décision de la Cour. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres décisions de non-conformité de loi qui ont été votées à l'Assemblée nationale, que la Cour constitutionnelle a rendu publique et que le gouvernement actuel n'a pas pris en compte. Et ils ont quand même mis en application ces lois-là, malgré la déclaration de non-conformité de la Cour constitutionnelle. Donc à ce niveau, ça risque d'être compliqué dans un secteur juridique où les magistrats auront de l'eau à leur moulet, où ils peuvent tout faire. Je crois qu'au-delà de cela, le gouvernement fera attention. Il faut que le gouvernement fasse beaucoup attention, mais au-delà de cela, je pense que ça nous appelle toujours à une révision de la loi fondamentale pour qu'on puisse donner encore certaines prérogatives ou certains pouvoirs à la Cour constitutionnelle en cas de non-exécution de ces décisions. Parce que quand la Cour rend une décision, ces décisions n'ont pas une application, n'ont pas d'effet de sanction, en fait. Et ça pose un problème. Maintenant, ça me pose un autre problème, ça revient encore au retrait du droit de grève aux magistrats, qui quand même, au-delà de tout, on nous parlera d'État démocratique. Mais vous savez, aujourd'hui, ce matin, ça me pose la question de savoir, la démocratie, en réalité, est-ce qu'elle est faite pour nous, peuple noir? Est-ce que
qu'aujourd'hui, quand nous parlons de démocratie, est-ce que nous ne glissons pas petit à petit vers l'anarchie où tout le monde estime qu'on peut manifester son mécontentement, qu'on peut manifester ce que, dès qu'on n'est pas en train de citer à quelqu'un, il suffit juste qu'on peut chercher, on peut trouver quelque chose dans la gestion et décrier cela. C'est pas du tout bien. Ce que je vais également décrire, et je vais peut-être être en phase avec l'ordre des avocats du Bénin, c'est les différents mouvements de débrayage qui ont été effectués de façon vaine, de façon puérile, parce qu'aujourd'hui maintenant, c'est le peuple béninois qui en a perdu. Une semaine ou les 15 jours de grève qui ont été effectués, c'est le peuple qui en a perdu, alors qu'on pouvait attendre que la Cour rende sa décision d'abord avant de le faire. D'aucuns peuvent dire même déjà que la Cour a été influencée par les mouvements de débrayage qui ont été effectués. Donc on a eu également plusieurs acteurs du côté du gouvernement qui ont défendu également le droit de grève. Pourquoi la Cour n'aurait pas été influencée par la défense? Mais aujourd'hui, quand on voit un peu la tendance et quand on met les deux dans la balance, il y avait beaucoup plus de mouvements de débrayage, il y avait beaucoup plus d'acteurs du côté du mouvement de débrayage que du côté de ceux qui défendent le retrait du droit de grève. Donc je pense que d'aucuns peuvent dire également que ces mouvements ont quand même influencé la Cour de la décision de la Cour qui a quand même agi en toute autonomie. Et là, je finirai par ce que d'aucuns qualifient de virement jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle pour dire quand même que au-delà de tout, il s'agit de questions de droit. Et quand on parle de droit, quand vous êtes bien outillé en droit, vous pouvez trouver chaque fois des dispositions pour pouvoir contourner ce qui est quand même à lieu de faire. Il s'agit de droit, ce n'est pas quelque chose qui ressort ou qui peut être cerné par quiconque. Donc je pense que les uns et les autres qui disent qu'en 2006 la Cour a dit ci, en 2011 elle a dit ça et que maintenant en 2018 elle dit autre, je pense que même en 2020 il peut y avoir encore une autre décision parce qu'il s'agit du droit. Et ce que les gens occultent chaque fois quand ils parlent du droit et dire, vous savez, parfois on vous dit qu'il est autorisé de voler, il n'est pas autorisé de voler. La loi défend de voler, la loi défend de tuer. Mais quand vous êtes peut-être en cas de légitime défense, vous êtes autorisé de tuer alors. Alors pourquoi les gens, il faut que les gens parlent et pensent aux deux côtés plutôt que de prendre les choses dans le côté qui les favorise et les avantages. Non, mais contrairement à ce que pense mon vis-à-vis, je ne partage pas entièrement cette idée dans la mesure où je crois qu'aujourd'hui la décision de la Cour constitutionnelle a été véritablement faite en toute objectivité. C'est vrai que c'est une question de droit. On a donc apprécié les choses parce qu'il y a des jurisprudences. La loi est très claire. En telle décision, face à telle situation, voici donc les dispositions requises qu'il faut donc prendre conséquemment à ça. Mais aujourd'hui, les questions du débrayage qu'on a donc observé, depuis toujours, les sages ont toujours agi lorsqu'il faut. Ils ne sont que là comme des arbitres. Et je n'ose pas croire qu'ils puissent agir d'une manière impulsive. Que ce soit la décision de l'Assemblée nationale, ou du moins le mouvement du débrayage, je crois que les deux ont été donc observés dans un même état. Et déjà, la Cour est donc là pour censurer et recadrer donc les systèmes. La décision de la Cour accompagne le juste milieu pour favoriser le bon rapport entre l'exécutif et même le peuple même qui est censé donc être dirigé. Alors, par rapport à la question donc des différentes lois qui ont été posées, je ne pense pas qu'il y a donc une évolution particulière. Tel le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, je peux comprendre qu'à un moment donné, on puisse me dire que les honorables députés, ou du moins Adrien Roumbédi, connaît aujourd'hui un regret par rapport à sa décision lorsqu'il parlait donc d'un pincement du cœur au cours donc de son vœu au niveau donc du président, au président de la République. Mais il était quand même surpris. Je n'ose pas croire qu'aujourd'hui que le président Roumbédi ne soit pas entièrement surpris parce que plus que jamais, il s'attendait que véritablement cette décision aille. Et je pense que c'est un homme de droit aussi, Adrien Roumbédi. Je suis d'accord. Donc pour lui, il pense avoir pris une décision conforme donc à la loi. Et c'est vrai, les tests sont là, mais chacun l'interprète selon ses manières. Mais néanmoins, on ne doit pas occulter le caractère originel de l'applicabilité des tests d'ordre juridique. Et c'est là le volet. Mieux, si aujourd'hui j'ose le dire, c'est que même les sages aujourd'hui, on pourrait donc savoir qu'il y a une interférence entre le pouvoir exécutif au niveau donc du judiciaire. Parce que je me pose la question de savoir si, que réserve le lendemain au président Olo. C'est là, moi, ma question. C'est ça, ça m'indigne. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas dans les tout prochains jours nous dire qu'en réalité, que le président de la Cour constitutionnelle donc, pourrait... Il aurait été installé par le régime défunt, instrumentalisé. Qu'on me dise aujourd'hui que... Mais c'est quand même lui qui a prononcé que le président Talon passait pour les élections. Parce qu'il était là. Et le régime défunt avait quand même un candidat. Parce qu'il était là. Et j'ose pas croire... et qu'on ne me dise pas dans les tout prochains jours. C'est une question, hein. En tout cas, de bas, ma position, je l'apprécie un certain pour me dire, est-ce que ce ne serait peut-être pas un certain Zizi Nokwe qui prendrait peut-être les rênes de la Cour constitutionnelle? Ce qui est sûr, je crois que Théodore Lou, il est fatigué, quand ça va finir son mandat, on va passer à autre chose. C'est normal, mais c'est bien qu'il marque son temps et qu'il montre qu'il est sage au-delà de tout. Je crois quand même jusqu'à demain et jusqu'à présent, par rapport donc à cette décision, toutes les décisions qui ont été donc prises par les sages
ont été pour le moment opportunes pour l'évolution de notre nation. Et je crois que cela participe donc de l'équilibre de la sphère politique au sein de notre pays. Kader Achirou, la Cour a juste rappelé que les députés n'ont pas le droit de retirer le droit de grève à certains travailleurs. Est-ce que les députés ont ce droit-là? Pour une interrogation. Mais la Cour a dit non, les députés n'ont pas ce droit-là. Mieux, elle invite simplement les députés à encadrer le droit de grève plutôt qu'à retirer. Je ne crois pas que la Cour a exagéré. Au contraire, elle est restée très équilibriste. Elle est restée très équilibriste et je pense que cette décision encore pour moi paraît encore dubitative, je vais m'exprimer, parce que je vous ai dit, dans notre pays, on a encadré le droit de grève, comment on dit que vous êtes autorisé à gréver, mais avec un service minimum de 95%. Quand on parle de service minimum de 95%, c'est comme si vous travaillez encore normalement. Dans d'autres pays encore, on parle de 85%, d'autres parlent de 75%. Et c'est sur cette longueur d'année qu'on va venir au Bénin pour qu'on dise que désormais... Bon, laissons les députés faire le travail, on va voir ce que ça va donner. Et c'est là où peut-être je dis qu'au niveau de l'entourage proche du chef de l'État, il y a des gens qui n'ont pas pensé à tous les enjeux avant de mettre sur pied cette loi. Parce qu'il y avait quand même des exemples qu'on pouvait prendre, qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait dire exactement, comme je disais tantôt, qu'on pouvait dire peut-être qu'au Bénin, désormais, dans le secteur judiciaire, dans le secteur sanitaire, si on doit faire des mouvements de débrayage qui ont quand même un service minimum de 50% ou même de 75%, quel que soit le mouvement de débrayage, et ça aurait passé. Et je pense que avec cela, il n'y aurait pas assez de tollé à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les juristes ne vont pas se déchaîner, les constitutionnalistes ne vont pas se déchaîner, ils ne commencent pas à prendre des tests de part et d'autre pour essayer quand même, avec des lexiques juridiques, évidemment, pour essayer d'embrouiller les uns les autres, pour essayer quand même de faire comprendre, parce que chacun, comme l'a dit mon vis-à-vis, chacun essaie de défendre la chose en fonction de sa position. Je pense aujourd'hui également qu'il y a quand même ce problème entre Adrien Mbedi, Patrice Talon et Théodore Lo, où on sent qu'il y a une sorte de petite guerre, petite querelle qui traîne entre eux, on ne sent plus. C'est vrai que cette mais est-ce que Théodore Lo est seul à la Cour? On ne parlera pas de Théodore Lo. On a 7 sages. Si les 6 autres votent contre, ce n'est pas seulement Théodore Lo qui va voter pour et ça passera. C'est des débats qui se font. C'est de grands sages. C'est des débats qui se font, mais je ne vais peut-être vous apprendre, peut-être qu'en Afrique, généralement, les présidents des institutions ont quand même un certain veto sur leurs collègues. Avec le régime actuel, les autres peuvent se soulever pour dire non, ils n'ont jamais dit ça. Ils peuvent bien se soulever à tout moment. On a vu des présidents dégommés d'institutions comme le cas de la CNSS, donc qui sont plus si forts au temps de la rupture. Je pense que on a cassé un peu leurs armures. La majorité qui compose cette cour avait été composée certes par le président Bouniaï qui quand même voulait coûte que la cour qui soit installée là soit une cour qui peut être si on ne peut plus le dire, c'est peut-être instrumentalisé, peut-être pouvait agir en toute autonomie et ne pas agir contre sa volonté à lui lors de la présidentielle de 2016. C'est cette même cour quand même qui a essayé qui a proclamé légitimement Patrice Talon élu président de la République. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se poser cette question. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est cette déclaration perpétuelle et permanente de non-conformité de loi qui viennent de l'Assemblée nationale. On a comme l'impression qu'au niveau de la commission de loi, il n'y a plus une étude profonde qui est faite sur le contrôle, le croisement au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne finira pas décrédibiliser notre Assemblée nationale. On contrôle déjà les lois pour voir si elles sont déjà conformes à la Constitution, si elles sont déjà en phase avec les textes de loi de la République d'abord, avant de passer au vote. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a plus le toilettage normal qui doit être fait, qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'autre problème que lorsqu'on veut plaire à tout prix. L'autre problème que cette décision pose également et qui est au-delà de tout, va quand même édifier davantage les jours à venir, c'est chercher à savoir, lorsque cette loi a été introduite au Parlement, est-ce qu'elle a été introduite réellement par un honorable député? Ou bien c'est une loi qui a été taillée sur mesure, rédigée par les juristes proches du gouvernement et qui a été remise à un député pour qu'il puisse transmettre cela. Ça a été déjà, on a déjà commencé, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, déjà avec le régime de défense, ça a déjà commencé, on a déjà commencé cela, où les députés de la majorité parlementaire essaient quand même, on fait passer des lois par eux pour essayer quand même merci à vous, Elia Djiran. On va conclure le débat très rapidement. Oui, comme je l'annonçais déjà à l'entame, moi, pour ma part, au-delà de toute interprétation, au-delà de toute appréciation qu'on puisse en faire, j'estime quand même que, et je reste gardé tout mobicus, que la décision de la Cour, elle est salutaire, elle est véritablement sans recours. Et j'invite par la même occasion les honorables députés à prendre en compte de ce volet d'encadrement et donc de pouvoir redéfinir les nouvelles conditions de vote de cette loi-là, du retrait, ou du moins encore du mouvement que peut donc observer désormais les syndicats pour pouvoir ne pas, paralyser tout le système au sein de notre pays pour l'avancement comme demandé.
Merci à vous, Elia Djiran. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. Avec vous, c'était le débat sur Free Matin. Kader Achirou, merci également. Très bon week-end. Merci. À vous, Elia Djiran, Kader Achirou. Bon week-end également. Nous allons passer à Sport Matin avec Larios Adjagbeno. Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors nous parlons du karaté. Le Bénin va participer à l'Open de Paris, édition 2018. Bonjour chers amis internautes. Aussitôt rentrée de Burkina Faso, la Fédération béninoise de karaté-do prépare déjà la participation de la capitaine de la sélection nationale, Océane Ganero, à l'Open de Paris. Roch Kenom, président de la fédération, expose ici l'importance de cette compétition pour sa protéger. Ganero, elle est 37e mondiale aujourd'hui. C'est pourquoi on a pu l'inscrire directement, n'est-ce pas, à l'Open de Paris. Les autres, on a essayé. C'est pour vous dire, je vois venir la question. Les autres, on a essayé de les inscrire, mais comme c'était pas... Bon, il y a une qui est 300 et quelques mondiale, ainsi de suite, donc c'est pas possible. Il faut être parmi les 50 premiers au monde pour avoir une place à l'Open de Paris. C'est déjà nous rechecker pour voir là où on en est. Première des choses en réalité, rien que le fait de partir nous engrange des points. Si on fait un tour, ça nous donne plus de points. Si nous sommes dans le carré d'as, on a plus de points. Et si on gagne, on a les 200. Et c'est estampillé World KF, Fédération mondiale, ça veut dire. Donc, et pour penser à 2020, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, il faut être dans ces compétitions-là. Chaque fois, par exemple, janvier, c'est Paris. Février, c'est Dubaï. Après, il y a l'Égypte, Sharm el-Sheikh. Après, il y a le Maroc. Après, il y a la Turquie. Il faut être dans tout ça là pour chaque fois grappiller des points parce que il n'y aura que 80 athlètes au monde pour aller au championnat du monde, pardon, aux Jeux Olympiques en 2020 au Japon. Et pour être parmi les 80 là, il faut suivre. Après, moi, elle est décidée. Sinon, tous les moyens, on la met dans ces compétitions. Elle ne fera qu'engranger des points. Parce que ce sont ceux qui auront le maximum, qui seront choisis parmi les 10 dont vous avez si bien parlé tout à l'heure. Et elle est loin du compte, elle est 37e. Donc il faut qu'elle soit parmi les 10 meilleurs dans sa catégorie. Vous imaginez, ce n'est pas une mince affaire, mais comme impossible n'est pas béninois, en fait, moi je demande un truc tout simple, que les gens croient en nous, quoi. Si tout va bien, je veux parler notamment des formalités de visa. La délégation béninoise va quitter Cotonou le dimanche prochain pour la capitale française. Donc pour Paris donc. Oui, pour Paris. Et la compétition démarre quant à elle le vendredi prochain, le vendredi 26 prochain. Nous souhaitons donc bonne chance donc, à cette fédération et donc à tout notre pays. Alors, foot à présent, la Zambie et la Namibie rejoignent le Maroc et le Soudan en quart de finale de la 5e édition du CHAN. Effectivement, Nadège, le groupe B a rendu également son verdict hier. La Zambie a battu la Côte d'Ivoire 2-0 et la Namibie, quant à elle, a battu l'Ouganda 1-0 et renvoie Ivoiriens et Ougandais à la maison pour cette édition du CHAN. Donc les Ivoiriens et les Ougandais donc, ils vont plier bagages, ils ont déjà plié bagages. Nous souhaitons donc aux autres une bonne chance. Donc la 5e édition du CHAN, c'est au Maroc. Oui, ça se passe au Maroc. Ça se passe au Maroc. Et on peut dire déjà que les Marocains ont réussi leur compétition et les grandes équipes qu'on annonçait à cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux ne font pas le poids pour l'instant. Et je vais rebondir sur, j'annonçais hier que la Guinée a été éliminée de la compétition et dans la foulée, son entraîneur a été déchargé de ses fonctions et il y a une lueur d'espoir qui est en train de naître aujourd'hui et ils ont porté réserve contre un joueur soudanais qui, paraît-il, joue à l'extérieur. Or, la compétition est réservée uniquement aux footballeurs évoluant dans les championnats nationaux. Et puis, l'actualité sportive du week-end, c'est assez riche. L'agenda? L'agenda sportif du week-end, il n'y a pas grand-chose. Il y a une réunion de la gymnastique qui est annoncée à compter de ce jour, qui va prendre fin demain. Il y a les écureuils dames qui sont actuellement en campement, qui ont un match amical à livrer le dimanche prochain au stade René Préven de Cotonou. Nous allons suivre un peu de près toute cette actualité sportive-là pour le lundi donc.
pour faire le point lundi prochain. Merci à vous. Merci. Très bon week-end, Larios Adjak Beno. Merci à vous également. C'est la fin de Frais Matin. Merci pour l'attention. C'était un plaisir pour nous de vous avoir présenté cette émission d'information et de divertissement. Nous allons nous retrouver lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Très bon week-end chez vous.